Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité aux émissions historiques. Le drame de Mersel Kébir, le 3 juillet 1940, reste un souvenir douloureux des deux côtés de la Manche. La logique des événements pendant la période ô combien troublée, des mois de mai, juin et début juillet 40, a joué son rôle. Sans doute les Français n'ont pas suffisamment compris les inquiétudes britanniques, alimentées par les rumeurs et par l'absence d'informations précises, mais l'opération Catapulte n'aurait pas abouti, semble-t-il, sans la volonté inébranlable de Churchill. Jean-Louis Crémieux-Brillac, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien résistant et membre de la France libre, historien de la Seconde Guerre mondiale, évoque pour nous le contexte, les pourparlers, le déroulement de l'attaque et les suites de la bataille de Mersel Kébir, avec le discours du général de Gaulle le 8 juillet. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. La flotte française est alors la 4e du monde, après la Royal Navy, l'US Navy et la marine japonaise, et elle fait grande impression en Europe. Elle représente un enjeu décisif, tant du fait de sa qualité que de l'évolution du rapport de force. Et le sort de la flotte française est au cœur du processus d'armistice et de l'acceptation des conditions allemandes par le gouvernement français. La clause 8 de l'armistice signé le 22 juin entre la France et l'Allemagne et l'Italie, concernant la marine française, inquiète les Britanniques. Et monsieur, que stipulait cet article 8 de l'armistice ? Cet article 8 était d'une diabolique habileté dans un texte, un ensemble de conditions d'armistice qui étaient elles-mêmes extraordinairement habiles pour convaincre les Français, notamment l'Empire, de cesser les hostilités. La convention d'armistice prévoyait donc que la moitié de la France serait occupée, mais que la souveraineté française serait maintenue sous l'autorité du maréchal Pétain dans une zone dite libre, avec Vichy comme capitale, que l'Empire français resterait sous la souveraineté, au moins provisoirement, du maréchal Pétain, et d'autre part, en ce qui concerne la flotte, que celle-ci serait rassemblée dans des ports à déterminer et devrait être désarmée sous le contrôle respectif de l'Allemagne et de l'Italie. La désignation des ports où elle devait être désarmée devait être précisée d'après les ports d'attache des navires en temps de paix. Or, les 2/3 de la flotte française avaient pour port d'attache Lorient, Brest et Cherbourg, qui tous les trois se trouvaient dans la zone occupée. Et la notion de contrôle, désarmement sous contrôle, était elle-même une notion floue, car si en France communément elle signifie supervision, en Angleterre, elle a un sens tout différent, elle signifie prise de possession. Prendre contrôle de, ça veut dire prendre possession. Et les Anglais étaient très sensibles à cette incertitude sémantique. Il s'ajoutait à cette clause 8 que le gouvernement allemand se déclarait solennellement et formellement déterminé à ne pas utiliser la flotte française pendant la guerre à ses propres fins, et déclarait en outre, formellement et solennellement, qui n'avait pas l'intention de formuler des revendications sur elle après la conclusion de la paix. Mais toujours le même article 8 stipulait que les navires français qui avaient été regroupés prudemment par l'amiral Darlan en Afrique, hors de France, devraient être ramenés en France. Alors, certes, un accord provisoire avait été conclu par des négociateurs français le 30 juin, selon lequel, provisoirement, les bateaux français qui étaient en Afrique pourraient y rester. Mais c'était quelque chose de tout à fait provisoire, immédiatement, à tout moment révocable, et qui n'engageait aucunement l'avenir. Le maréchal Pétain était résolu en tout état de cause à arrêter les hostilités, c'est pour ça qu'il a pris le pouvoir d'ailleurs, à accepter toutes les conditions d'armistice, et donc sans avoir tenu compte des objections anglaises qui se sont multipliées pendant la période des négociations, il a accepté que le 22 juin 1940 au soir, l'armistice soit signé, comme on le sait, dans la clairière de Rotonde. Quel intérêt Hitler avait-il à ne pas toucher à la flotte française ? Car apparemment, il promettait de ne pas toucher, mais... Hitler savait parfaitement que la flotte française était un enjeu grave entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Churchill était décidé à poursuivre la guerre, de toute façon. La force anglaise reposait essentiellement sur la Royal Navy et une aviation puissante mais petite. L'Angleterre n'avait plus d'armée, elle avait perdu son armée et plus de matériel. Si la flotte française tombait entre les mains des Allemands et des Italiens et s'ajoutait aux flottes allemandes et italiennes,
la Royal Navy perdait sa supériorité numérique. La Méditerranée, considérait l'amirauté britannique, serait perdue, et dans l'Atlantique même, les convois britanniques pourraient être attaqués non seulement par les sous-marins, mais par des navires de surface, italiens, allemands ou français. Donc, cette importance de la flotte pour les Britanniques était quelque chose de capital. Pour le gouvernement de Vichy, d'autre part, la flotte et l'Empire étaient un enjeu également essentiel, car une garantie de la souveraineté, du maintien de la souveraineté française. Donc, de chaque côté, cette flotte française était considérée et objet d'une négociation si habile de la part des Allemands. C'était l'amiral Darlan qui était à la tête de la flotte française. L'amiral Darlan était à la tête de la flotte française. Non seulement il était à la tête de la flotte française, mais il avait dans le régime, dans les structures et la hiérarchie militaire française une position exceptionnelle. Il s'était fait nommer amiral de la flotte pour avoir l'équivalence de titre avec son homologue britannique. Et d'autre part, c'est lui véritablement qui avait fait cette flotte. Il en avait fait un instrument remarquable, c'est-à-dire en puissance la deuxième flotte d'Europe après la flotte britannique. Il y était attaché, c'était sa chose, et il est certain qu'il n'était pas disposé à la livrer ni aux Allemands, ni aux Britanniques. Donc il avait soigneusement refusé, pendant toutes les négociations d'armistice, de déférer au désir anglais de l'envoyer dans les eaux anglaises. Et d'ailleurs, il est clair que s'il l'avait fait, le risque pour le gouvernement de Bordeaux était de ne pas obtenir des Allemands des conditions entre guillemets raisonnables. Oui, c'est-à-dire que la métropole risquait d'en souffrir. Le fait que la flotte française soit confiée à l'Angleterre au moment de l'armistice et après, la France métropolitaine pouvait peut-être en souffrir, par réaction par les Allemands. Il est très plausible que si la flotte était envoyée dans les eaux britanniques, d'une part, l'Empire français aurait suivi. L'Empire français, vraisemblablement dans ce cas, se serait rallié aux Britanniques et serait resté dans la guerre. Si l'Empire français n'est pas resté dans la guerre, c'est parce que l'amiral Darlan a accepté que la flotte reste sous l'égide de Vichy. Mais alors, monsieur, l'exécution de l'opération Catapulte, qui s'est identifiée dans la mémoire collective avec la bataille de Mers el-Kébir, mais cet épisode de Mers el-Kébir, c'est le plus spectaculaire d'une entreprise de plus grande ampleur qui était destinée à neutraliser la flotte française où qu'elle se trouve. Et le 25 juin, quand l'armistice entre en vigueur, la flotte est dispersée en Méditerranée et dans l'Atlantique. Et alors, dans quel port différent se trouve-t-elle à ce moment-là ? Le 25 juin matin, Churchill, dans la Chambre des communes, s'explique sur l'article 8 de la Convention d'armistice. Il est parfaitement clair, d'après cet article, que les navires français, tels qu'ils seront désarmés, passeront sous contrôle allemand ou italien. Le gouvernement allemand donne l'assurance qu'il n'a pas l'intention d'utiliser ces navires pour son propre service pendant la guerre, mais que vaut cette assurance ? Demandez-le à une douzaine de pays. Enfin, l'armistice franco-allemand peut être annulé à n'importe quel moment. Donc, les Anglais n'ont aucune confiance dans la parole de la France, et d'ailleurs, la France n'a pas tenu sa parole sur un ensemble de points. Un des points auxquels Churchill est le plus sensible est que la France était engagée à envoyer en Angleterre les 400 aviateurs allemands qui avaient été abattus en France et faits prisonniers. Et ils les ont renvoyés en Allemagne. On les a renvoyés en Allemagne. Donc, aucune confiance dans la parole de la France, et cette prise de position, cette déclaration de Churchill se situe dans une phase de montée des méfiances mutuelles entre la France et l'Angleterre. Montée des méfiances, montée des reproches. De part et d'autre, les Français voient dans les Anglais en bonne partie les responsables de leur défaite. Les Anglais sont les boucs émissaires. Une propagande anti-anglaise se développe à partir du 25 juin, violente dans les médias français et dans des communiqués du nouveau ministre de l'Information Prouveau, l'ancien patron de Paris Soir, pour dénoncer l'Angleterre, les manquements de l'Angleterre, d'une mauvaise foi extrême. Et côté anglais, on remâche ces manques de parole de la France. C'est dans ces conditions que Churchill décide donc, le cabinet de guerre britannique, à neutraliser la flotte française de guerre où qu'elle se trouve, c'est-à-dire dans les ports britanniques, dans les ports d'Afrique, à Mers el-Kébir, base navale française à côté d'Oran, à Alexandrie, à Dakar, voire à la Martinique. Et puis aussi, il y avait des ports de la Manche, c'est-à-dire des ports anglais, qui avaient accueilli une partie de la flotte française. Oui, 200 navires français s'étaient réfugiés dans les ports britanniques,
Il s'agissait d'un ensemble de navires de petit tonnage, puisque le plus important était un croiseur qui n'était plus capable de combattre et un contre-torpilleur qui allait être la fierté du général de Gaulle d'ailleurs par la suite. Mais je crois qu'il y avait le Surcouf, le sous-marin qui à l'époque était le plus gros du monde. Il y avait effectivement plusieurs sous-marins, dont le Surcouf qui était le plus grand, le plus puissant du monde. Donc nous avons vu que Churchill a décidé de mettre hors d'état de nuire la flotte de ses alliés de la veille pour les raisons dont on a parlé. Quelle est la position des États-Unis à ce sujet ? Les États-Unis, pendant cette période, ont soutenu intégralement le gouvernement britannique. Alors que jusqu'à juin, ils étaient parfois méfiants à l'égard des Britanniques et disposés à faire confiance davantage à la France. À partir du moment où le maréchal Pétain a pris les commandes et où s'est posée la question de la flotte, ils ont soutenu intégralement les Britanniques. La Grande-Bretagne était chassée du continent. La Grande-Bretagne était donc le dernier asile de la liberté face à Hitler. Il fallait à tout prix sauver la Grande-Bretagne et la soutenir par tous les moyens. Oui, parce qu'après tout, Roosevelt pouvait penser que si l'Allemagne parvient à mettre la main sur les flottes européennes, sa prochaine cible pourrait être celle des États-Unis. Et qu'après tout, c'est normal qu'il soit acquis à l'idée d'une neutralisation de la flotte française dans ce cadre-là. Donc, ce que j'aurais voulu qu'on voit, c'était quels étaient les hommes qui ont été devant la scène à Mers-el-Kébir. Il y avait le vice-amiral Somerville, qui était commandant de la flotte anglaise de Méditerranée occidentale, et puis l'amiral Pound, lui, premier lord de l'amirauté. Non, il n'y était pas. Il n'y était pas, mais c'est lui qui décidait depuis Londres. C'est lui qui décidait depuis Londres, c'est-à-dire c'était lui en plein accord avec Churchill et qui transmettait les consignes de Churchill. Mais c'est lui qui transmettait les ordres. Et Somerville était à Gibraltar ? Somerville était à Gibraltar où ordre avait été donné le 28 juin de rassembler une flotte qui donc devait intervenir le 3 juillet pour l'opération Catapulte. L'opération Catapulte doit être mise en œuvre dans les divers groupes dont on a parlé. Oran, Mers-el-Kébir, c'est une base importante ? Mers-el-Kébir est une base navale qui est devenue très importante. Dans les années 30, il a été décidé en effet d'y développer, à côté d'Oran, la plus puissante base française navale d'Afrique du Nord. Parce que c'était une bonne situation par rapport à la Méditerranée et partant vite, on peut aller aussi en Atlantique. À la fois, oui, parce que la situation géographique de Mers-el-Kébir à côté d'Oran paraissait très favorable aux politiques français et aux marins français, Bizerte étant trop éloigné de l'Atlantique et Mers-el-Kébir offrant à la fois la possibilité de contrôler la Méditerranée occidentale et d'accéder très rapidement à l'océan et d'y replier éventuellement la flotte de l'Atlantique. Oui, et puis il y avait aussi le fait que l'aviation italienne était hors de portée. Mers-el-Kébir était hors de portée de l'aviation italienne et d'autre part, on avait prévu de développer des batteries et une défense du port dont les travaux étaient en cours depuis 1938. Mais on verra bien sûr que c'était une rade inachevée et que les défenses n'étaient pas tout à fait, elles non plus, achevées, mais on verra qu'elles ont toutefois été assez performante pour protéger les navires français pendant ce quart. Donc nous voyons comment se sont passées les négociations et qui sont, on a commencé à parler des hommes tout à l'heure, du côté français, qui est le vice-amiral Gensoul. Le vice-amiral Gensoul qui commande donc la flotte française réunie à Mers-el-Kébir est le numéro 4 dans la hiérarchie navale française. C'est un homme qui n'est pas du tout anti-anglais, qui parle anglais, qui est marié à une Anglaise apparentée au duc de Wellington et qui, d'autre part, connaît personnellement le capitaine de vaisseau Holland qui lui sera délégué par les Britanniques pour négocier avec lui, qui a de l'estime pour lui et qui lui a rendu hommage à plusieurs occasions. Donc on peut espérer, on aurait pu penser que les négociations se dérouleraient vers une transaction, d'autant que l'amiral Somerville britannique lui-même et le capitaine de vaisseau Holland étaient francophiles, désireux d'éviter une épreuve de force avec les Français, l'avaient fait savoir à Londres, et que tout au long de la négociation, au cours de la journée du 3 juillet, ils ont pris toutes les précautions de langage pour ne pas offenser les Français. Ils avaient reçu l'ordre de régler l'affaire en 6 heures. En réalité, de délai en délai, elle a duré toute la journée. C'est seulement après 11 heures
à 6 heures du soir, 7 heures du soir, que le combat a été engagé. Mais j'ai toujours entendu dire qu'il y avait eu des erreurs psychologiques. C'est obligatoire d'ailleurs dans un sujet aussi brûlant. Les erreurs psychologiques des deux côtés, vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Cet ultimatum, parce que c'est comme ça que le vice-amiral Gensoul a considéré la présentation des demandes anglaises comme un ultimatum. À quoi correspondait-il ? Dès 6 heures du matin, lorsque les premiers bateaux anglais sont arrivés devant Mers-el-Kébir, ils ont envoyé un message en optique à l'amiral Gensoul pour lui indiquer des conditions, c'est-à-dire ça se présentait comme un ultimatum en effet. Conditions qui étaient, au nombre de 3, de se joindre à l'Angleterre pour continuer la guerre, accepter de quitter Mers-el-Kébir pour se rendre dans les eaux anglaises et être désarmé, ou partir pour être immobilisé à la Martinique aux États-Unis. Il est certain que la première présentation était sous une forme schématique et réduite, est assez brutale. Mais par la suite, l'amiral Gensoul, qui a très mal pris la chose, a de son côté fait preuve d'une rigidité sans nuance, refusant d'abord de recevoir le capitaine de vaisseau Hollande jusqu'à 2h30 de l'après-midi. Oui, parce que malgré l'amitié qu'il pouvait avoir eue entre les deux hommes, il y avait quand même une différence de niveau dans la hiérarchie militaire. Et se faire envoyer un ultimatum par un capitaine de vaisseau alors qu'on est soi-même vice-amiral, c'était choquant. Non, ça ne devait pas être considéré comme choquant, étant donné que les conditions étaient présentées au nom du gouvernement britannique et de l'amiral Somerville, que d'autre part, le capitaine de vaisseau Hollande commandait l'Ark Royal, une des plus grandes unités britanniques. Un porte-avions. Un porte-avions, il avait été attaché naval à Paris, et donc dans la hiérarchie britannique, c'était une certaine hypocrisie de la part de l'amiral Gensoul de s'offusquer que ce ne fut pas l'amiral britannique lui-même qui vint discuter en tête-à-tête avec lui. Ainsi, un compte à rebours est enclenché pendant toute la journée du 3 juillet. Et en fait, quelles sont les forces en place, les bâtiments français, qui sont à Mers-el-Kébir ? Il y a à Mers-el-Kébir 4 bâtiments puissants, 2 croiseurs et 2 cuirassés, dont un qui est déjà ancien mais un tout à fait moderne, 6 contre-torpilleurs, donc c'est une force puissante. La force anglaise n'est pas en nombre supérieur, mais elle est armée de canons à plus longue portée et de calibre supérieur, ce qui leur donne dans un combat naval sans aucun doute une supériorité. Oui, parce qu'en fait, les bâtiments français avaient commencé déjà à être démilitarisés en raison de l'armistice. Les bâtiments français n'étaient pas démilitarisés, mais ils étaient au mouillage, la plupart feu éteint, c'est-à-dire dans une situation difficile. Le nom de ces cuirassés est important à donner parce que il y a la Bretagne, la Provence, et puis 2 croiseurs de bataille, le Dunkerque et le Strasbourg, parce que le Strasbourg, on sait que lui seul pourra appareiller pour Toulon et il arrivera avec les contre-torpilleurs le 4 juillet au soir sous les hurrahs de la rade toulonnaise. Mais il y avait aussi un porte-hydravion, je crois. Il y avait un porte-hydravion, effectivement. Qui, lui, n'a pas bougé. Il était à l'écart. Curieusement, il n'a pas été atteint. Mais le Dunkerque et le Strasbourg étaient des croiseurs puissants, modernes et puissants, dont le général de Gaulle parlera d'ailleurs en évoquant le cher et grand Dunkerque. Donc les négociations, on le sait, malheureusement, ont été impossibles pour Mers-el-Kébir. Et le feu s'enclenche pendant à peu près un quart d'heure, on va dire entre 17h55 et 18h10. Comment ça s'est passé ? Mais curieusement, il semble que le capitaine de vaisseau Hollande ait cru qu'un arrangement serait possible. Il a espéré. Il a espéré et cru fermement, les témoignages sont tout à fait clairs à cet égard, il a cru fermement qu'il serait possible d'obtenir de l'amiral Gensoul que les bateaux soient immobilisés sur place, soit par sabordage, soit par sabotage des machines susceptibles de les immobiliser pendant au moins 1 an. Ce qui était une des indications que le gouvernement britannique acceptait. Est-ce que l'amiral Gensoul a vraiment, comme certains de ses officiers l'ont dit, envisagé sérieusement une telle possibilité ? Pour ma part, je ne le crois pas. Rien ne l'indique. Rien ne l'indique. Dès la matinée, l'amiral Gensoul avait pris les dispositions pour résister à la force par la force, rappeler à bord les marins qui se trouvaient en ville.
et considérait que l'honneur de la flotte française, de la marine française, de la nation française était en jeu. Donc une attitude extrêmement raide. Mais ce qui a déclenché et mis le feu aux poudres, c'est que Vichy a donné ordre à toutes les forces françaises à proximité de venir en renfort à Mers-el-Kébir. Le message, qui était en clair, a été intercepté par les Britanniques, et Londres, à ce moment, a donné ordre de passer à l'action sans attendre qu'arrivent les renforts français. Et les renforts français, ça veut dire venir d'Alger ? En réalité, les renforts français n'auraient pas pu arriver dans la soirée, ils s'étaient trop éloignés. Parce qu'on sait aussi que ce qui s'est passé à Alexandrie est au contraire une négociation réussie, car les deux hommes qui avaient à négocier ont sauvé la situation. Oui. Et c'est donc l'amiral Cunningham de la Royal Navy et le vice-amiral Godefroy qui ont permis par leur intelligence politique d'éviter le drame. Absolument, mais la négociation a été très longue, car elle avait commencé le 25 juin, et c'est seulement le 8 juillet que l'accord a été obtenu. Il est vrai que, vu la disposition du port d'Alexandrie, les bateaux français ne pouvaient pas sortir du port. Ils ne pouvaient pas sortir du port sans risquer d'être détruits. Oui, tandis qu'à Mers-el-Kébir, on pouvait l'espérer. À Mers-el-Kébir, on pouvait l'espérer. Le fait est que le Strasbourg et 4 contre-torpilleurs ont réussi à regagner Toulon. Donc l'épopée du Strasbourg, parce que c'est une épopée. Ah, c'est absolument. Le Strasbourg arrive sans trop de dommages à appareiller, et puis en 24 heures, il est à Toulon. En ce qui concerne les conséquences morales, psychologiques, et aussi les conséquences militaires et la réaction de la France et de Gaulle. Et le général de Gaulle, lui, à Londres, était dans une position un petit peu délicate. Il a fait son discours le 8 juillet parce qu'il avait délibérément choisi, par sagesse, de laisser passer quelques jours afin que ceux qui l'écouteraient ne soient pas entièrement sous le choc de la tragédie qui venait de se produire. Et à lui-même, il lui fallait surmonter sans les taire les passions que ce drame ne manquait de soulever. Alors qu'a-t-il dit ? Comment a-t-il réagi ? D'abord sur le plan privé, ce qu'on peut en savoir, et puis aussi officiellement. Le général de Gaulle avait sur la question une position nuancée. Moi, je l'ai entendu en novembre me dire que jamais l'amiral Darlan spontanément n'aurait livré la flotte. Mais il y avait l'article 8, naturellement, qui aurait pu permettre aux Allemands de mettre la main sur la flotte. Et d'autre part, il a dit que s'il avait été dans la position de Churchill, il aurait fait la même chose. En même temps, il considérait sans aucun doute, et il l'a dit dans son discours, que cet incident, cet épisode était odieux et déplorable. Et son allocution du 8 juillet est une allocution qui est à la fois très ferme et très habile. Il considère l'opération comme odieuse et détestable. Les navires d'Oran, dit-il, étaient hors d'état de se battre. Leur destruction n'est pas le résultat d'un combat glorieux, mais en même temps, il rejette la responsabilité sur Vichy. Et il conclut en disant « J'aime mieux savoir notre beau et cher Dunkerque échouer devant Mers-el-Kébir que de le voir un jour monter par les Allemands et bombarder les ports allemands ou bien Alger, Casablanca ou Dakar. » C'était une grande preuve de courage d'oser dire une chose aussi énergique. Je pense que Churchill a dû lui en savoir gré. Churchill, lui, en a su gré. Et a dû soutenir la position du général de Gaulle en comprenant que lui aussi, le général de Gaulle, voulait mener la guerre jusqu'au bout, parce qu'en fait, c'était ça que Churchill voulait montrer aux yeux du monde entier, non ? Qu'il était décidé à mener la guerre jusqu'au bout. Ah, il faut voir que l'affaire de Mers-el-Kébir, à côté de son aspect purement militaire, a un aspect politique de première importance. Hitler souhaite faire la paix avec les Anglais, il propose des conditions, il propose à plusieurs reprises, directement et indirectement, des conditions de paix aux Anglais qui seraient de ne rien leur demander, de laisser l'Empire anglais intact et la flotte anglaise intacte. D'autre part, il y a en Angleterre tout un clan des appeasers qui souhaiteraient faire un accord avec l'Allemagne et qui sont influents au sein du Parti conservateur. Mers-el-Kébir signifie à Hitler que, quoi qu'il puisse proposer, il est résolu à ne reculer devant rien pour lui résister. Et donc c'est une prise de position. Il s'en est pris aux communes le lendemain de Mers-el-Kébir, ce qui lui vaudra une standing ovation de la part des députés conservateurs, ce qui n'a jamais été le cas depuis son accession au pouvoir. Et il s'en explique plus clairement encore dans ses mémoires, une décision odieuse, la plus pénible et la plus monstrueuse que j'ai jamais eu à prendre.
Pourtant, aucun acte ne fut jamais plus nécessaire à la vie de l'Angleterre. Et alors, cette phrase extraordinaire, je pensais aux paroles de Danton en 1793, les rois coalisés nous menacent, jetons-leur en défi une tête de roi. L'événement tout entier se situait dans cette perspective. Merzel-Kébir est un défi lancé à Hitler. Et c'est aussi un défi lancé à toute une population, par exemple la France, vous l'avez dit, et puis aussi les Français peut-être un petit peu moins inclins à aller relier le général de Gaulle, parce que l'Angleterre semblait presque une nouvelle ennemie. Les conséquences de Merzel-Kébir pour le général de Gaulle ont été amères, car il est certain qu'il y avait en Grande-Bretagne à ce moment environ 35 000 militaires français, dont la majorité étaient des marins. Et les marins, à partir de ce moment, ont sans aucun doute refusé de rallier le général de Gaulle. L'opposition des officiers de marine a été féroce contre le général de Gaulle, insultante à son égard, violente à l'égard de la marine britannique. Et la mémoire que les cadres de la marine française, les amiraux français ont gardée de Merzel-Kébir a été ineffaçable pour une génération. C'est une cicatrice et une offense atroce, en même temps considérait-il qu'une félonie. Vous aviez vu le général en novembre ? En novembre 1942, au lendemain du sabordage de Toulon. Oui, le sabordage de Toulon, c'est encore une autre façon de perdre la flotte. Mais que disait-il à ce moment-là, général, au sujet de la flotte et de l'épisode de Toulon ? Au lendemain du sabordage de Toulon, le général de Gaulle, avec qui j'ai eu l'honneur de déjeuner précisément ce jour-là, considérait que c'était une catastrophe pitoyable, disait-il. Il y a un officier de marine qui était avec nous et qui lui a dit « Mais le maréchal Pétain aime les Français ». Il a répondu « Le maréchal Pétain aime trop les Français et pas assez la France ». Monsieur, vous, en juillet 40, vous étiez dans un naufrage en Allemagne. Et quelle fut la réaction de vous-même et des autres militaires qui vous entouraient ? Écoutez, cette réaction peut sembler curieuse parce que le traumatisme causé par Merzel-Kébir a été très fort en France. La propagande anti-anglaise s'est développée d'une façon violente pour culminer en 1944, mais dans un camp de prisonniers, et je crois que ça a été la même chose dans l'opinion française, populaire d'ailleurs, il n'y a pas eu une crise d'anglophobie. Les Allemands ont fait coller dans le camp où j'étais un peu partout une affiche représentant un marin français en train de se noyer, s'accrochant au drapeau français, avec pour légende « Souviens-toi d'Oran ». Or, dans ce camp où il y avait 4000 officiers français, il n'y a pas eu de réaction, ou très peu, très faible. En tout cas, pas une poussée d'anglophobe. Il est vrai que les cerveaux étaient laminés par la défaite qui venait de survenir, mais c'était considéré comme une péripétie peut-être marginale. Eh bien, monsieur, je vous remercie beaucoup de votre venue dans notre studio et j'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir à nouveau. Au revoir, monsieur Crémieux.